Imagine un instant que tu te retrouves dans une pièce et que sans dire un seul mot, sans lever la voix, sans imposer quoi que ce soit, les gens autour de toi commencent naturellement à t'écouter. Ils se tournent vers toi, ils attendent. Pas parce que tu as crié, pas parce que tu as exigé, mais parce qu'il y a quelque chose en toi qui rayonne, une forme de présence tranquille, une assurance douce, une clarté intérieure qui atterrit sans forcer. Est-ce que tu as déjà vécu ça ? Ou est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir cette capacité naturelle, presque mystérieuse, de guider sans dominer, d'influencer sans manipuler, de prendre leur place sans écraser celle des autres ? Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble quelque chose qui touche beaucoup de femmes et aussi beaucoup d'hommes, mais d'une manière particulière. Ce quelque chose, c'est la question du contrôle. Pas le contrôle au sens autoritaire du terme, pas la domination, pas la prise de pouvoir brute, mais ce désir profond, légitime, humain de tenir les rênes de sa propre vie, d'avoir une influence réelle sur ce qui se passe autour de soi, de ne pas être emporté par les événements, par les autres, par les attentes. Du monde comme une feuille dans le vent. Et ce qui est fascinant, c'est que ce désir de contrôle, lorsqu'il est mal compris, mal exprimé ou mal vécu, peut devenir une source d'immense souffrance pour soi et pour ceux qu'on aime. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on aille doucement, ensemble, explorer ce que signifie vraiment prendre le contrôle sans paraître dominante. Parce que derrière cette question, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, il y a une révélation sur qui tu es vraiment. Je suis Christophe André et je suis heureux de te retrouver ici, dans cet espace de réflexion partagée. Avant de commencer, je veux que tu saches que ce que nous allons aborder ensemble n'est pas une leçon. Ce n'est pas un manuel de comportement. C'est une invitation à te regarder avec bienveillance, à comprendre certains de tes mécanismes intérieurs et peut-être à trouver une façon de vivre et d'agir qui soit plus en accord avec ce que tu es vraiment. Alors installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et laisse-toi accompagner. Commençons par quelque chose d'essentiel. Pourquoi est-ce que ce sujet est si important aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que tant de femmes en particulier se retrouvent coincées dans cette tension inconfortable entre vouloir avoir de l'influence et craindre d'être perçues comme trop autoritaires, trop dures, trop dominantes ? Il y a là quelque chose de profondément injuste et je pense qu'il faut le nommer clairement. Parce que dans notre société, les mêmes comportements sont souvent perçus différemment selon qu'ils viennent d'un homme ou d'une femme. Un homme qui s'affirme est souvent vu comme un leader. Une femme qui fait la même chose peut être qualifiée de froide, d'agressive, de difficile. Ce double standard crée une pression immense. Et cette pression, beaucoup de femmes l'ont intégrée si profondément qu'elles ne savent même plus ce qu'elles veulent vraiment. Elles hésitent, elles s'effacent, ou au contraire, elles surcompensent et finissent par agir d'une manière qui ne leur ressemble pas. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on démêle tout ça ensemble, avec douceur, avec précision. Et avec beaucoup de respect pour la complexité de ce que tu vis, parlons d'abord de ce que signifie vraiment le contrôle, parce que je crois que nous partons souvent avec une idée faussée de ce mot. Quand on dit contrôle, beaucoup de gens imaginent immédiatement quelqu'un qui dirige, qui commande, qui impose sa volonté, mais ce n'est pas ça le vrai contrôle, pas le contrôle sain en tout cas. Le vrai contrôle, celui qui ne blesse personne et qui ne te détruit pas non plus, c'est d'abord et avant tout un contrôle intérieur. C'est la capacité de choisir comment tu réagis face aux situations. C'est la liberté de ne pas être emporté par tes émotions, par les atteintes des autres, par les peurs qui surgissent. C'est ce que les psychologues appellent parfois le locus de contrôle interne. L'idée que tu es l'auteur de ta propre vie et non pas le jouet des circonstances. Et voilà quelque chose d'intéressant. Les personnes qui ont le plus de contrôle réel sur leur vie sont souvent celles qui paraissent les moins contrôlantes aux yeux des autres. Paradoxal, non? Mais en y réfléchissant bien, ça fait sens. Quelqu'un qui est en paix avec lui-même, qui sait ce qu'il veut, qui agit depuis un endroit de clarté intérieure, n'a pas besoin de contrôler les autres, il n'a pas besoin de s'imposer, de crier, de manipuler. Il lui suffit d'être. Et cette façon d'être attire naturellement le respect, la confiance, l'écoute. Pense à quelqu'un que tu admires vraiment. Quelqu'un que tu considères comme un vrai leader dans ta vie professionnelle, dans ta famille, dans ton cercle d'amis. Est-ce que cette personne crie pour se faire entendre ? Est-ce qu'elle impose sa volonté avec brutalité ? Probablement pas. Je parie qu'elle a une façon de parler qui est claire et calme, qu'elle écoute vraiment, qu'elle sait ce qu'elle veut sans avoir besoin de le prouver à tout le monde. C'est ça le vrai contrôle et c'est accessible à chacun de nous. Mais alors pourquoi si difficile ? Pourquoi est-ce que tant de personnes, et notamment tant de femmes, se retrouvent soit à s'effacer complètement,
soit à basculer dans des comportements qui les font paraître dominantes ou agressives alors qu'elles ne veulent être ni l'une ni l'autre. Pour répondre à cette question, il faut aller chercher un peu plus loin, il faut parler de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a une notion en psychologie que j'aime beaucoup et que je trouve particulièrement utile pour comprendre ce phénomène. C'est la notion de besoin de contrôle comme réponse à l'anxiété. Voilà ce que je veux dire par là. Quand nous nous sentons en sécurité, quand nous avons confiance en nous et dans le monde autour de nous, nous n'avons pas besoin de tout contrôler. Nous pouvons laisser les choses se dérouler, nous pouvons faire confiance aux autres, nous pouvons accepter l'incertitude sans paniquer. Mais quand nous nous sentons menacés, quand nous avons peur, quand quelque chose en nous est fragilisé, alors le besoin de contrôle surgit comme un mécanisme de défense, comme une façon de se protéger. Et là, il peut devenir excessif, envahissant et finir par blesser les relations et notre propre bien-être. Je me souviens d'une femme que j'appellerais Marie. Marie était cadre supérieur dans une grande entreprise. Brillante, compétente, passionnée par son travail, mais elle avait ce que ses collègues décrivaient comme une tendance à vouloir tout contrôler. Elle vérifiait le travail des autres en permanence. Elle avait du mal à déléguer, elle intervenait dans les moindres détails et paradoxalement, plus elle essayait de tout maîtriser, moins elle se sentait en contrôle. Parce que l'énergie qu'elle dépensait à surveiller, à corriger, à anticiper chaque problème possible l'épuisait. Et elle sentait que ses équipes se distançaient d'elle, qu'elle la respectait moins, qu'elle l'évitait même. Quand nous avons commencé à travailler ensemble, ce que nous avons découvert, c'est que derrière ce besoin de tout contrôler, il y avait une peur très ancienne, la peur de ne pas être à la hauteur. La peur que si elle lâchait les rênes, ne serait-ce qu'un instant, tout s'effondrerait, et que cet effondrement prouverait quelque chose qu'elle redoutait par-dessus tout, qu'elle n'était pas vraiment capable, que sa place n'était pas légitime. C'est ce que nous appelons parfois le syndrome de l'imposteur, et c'est beaucoup plus répandu qu'on ne le croit. La vraie question n'était donc pas comment Marie pouvait contrôler davantage. La vraie question était comment pouvait-elle apprendre à se faire confiance? Comment pouvait-elle trouver en elle-même cette sécurité intérieure qui lui permettrait de lâcher prise sur les détails et de se concentrer sur ce qui compte vraiment? Et c'est là que tout a commencé à changer pour elle. Alors je veux te poser une question à toi qui m'écoutes. Est-ce que tu te reconnais un peu dans l'histoire de Marie? Pas forcément dans les détails, pas forcément dans le contexte professionnel, mais dans cette sensation d'avoir besoin de tenir les choses serrées, de surveiller, de vérifier, de ne pas pouvoir vraiment faire confiance aux autres ou aux événements. Si c'est le cas, je voudrais que tu saches que ce n'est pas un défaut de caractère, ce n'est pas une faiblesse, c'est une réponse humaine, compréhensible à une insécurité intérieure. Et cette insécurité peut être travaillée, transformée, apaisée. Maintenant, parlons de quelque chose d'un peu différent. Parlons de la différence entre paraître dominante et être influente. Parce que c'est là, je crois, que se trouve le cœur de notre souhait aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est perçue comme dominante et qu'une autre est perçue comme influente? Parce que les deux ont du pouvoir, les deux ont une forme d'impact sur leur environnement. Mais l'effet qu'elles produisent sur les autres est radicalement différent. La domination, c'est un pouvoir qui s'exerce sur les autres. C'est un pouvoir qui réduit, qui écrase, qui impose. Même quand elle n'est pas intentionnelle, la domination crée une réaction de résistance chez ceux qui la subissent. Les gens se ferment, ils se défendent, ils contre-attaquent ou ils fuient. L'influence, en revanche, c'est un pouvoir qui s'exerce avec les autres, c'est un pouvoir qui ouvre, qui invite, qui inspire, et les gens qui subissent une influence positive ne la vivent pas comme une contrainte. Ils la vivent comme une invitation à grandir, à changer, à avancer. La différence entre les deux, c'est souvent une question d'intention et d'énergie. Quand tu agis depuis un endroit de peur, de manque, d'insécurité, tu tends vers la domination, même sans le vouloir. Parce que tu essaies de combler quelque chose, de prouver quelque chose, de te protéger. Mais quand tu agis depuis un endroit de force tranquille, de clarté, de bienveillance envers toi-même et envers les autres, tu exerces naturellement une influence positive. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'as pas besoin de t'imposer, tu es simplement toi-même pleinement et ça suffit. Je veux te donner une image pour illustrer ça. Pense à un grand arbre bien enraciné. Quand le vent souffle, il ne résiste pas rigidement, il ne s'effondre pas non plus, il se penche, il s'adapte et il revient à sa position naturelle. Il n'a pas besoin de lutter contre le vent pour rester debout. Ses racines suffisent. Et les oiseaux viennent se poser sur ses branches. Les enfants jouent à son ombre. Les gens s'arrêtent pour le regarder. Pas parce qu'il impose sa présence, mais parce qu'il est là, pleinement, solidement, naturellement. C'est ça l'influence authentique, c'est être cet arbre.
Si ce contenu t'aide à réfléchir, à te comprendre un peu mieux, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ça m'aide beaucoup à continuer à créer ces espaces de réflexion pour toi. Continuons, je voudrais maintenant aborder quelque chose que je trouve absolument fondamental et qui est souvent négligé, c'est la question de la communication. Parce que la façon dont nous communiquons est souvent le premier endroit où la différence entre domination et influence se manifeste. Et il y a des nuances subtiles, presque invisibles, qui font toute la différence. Prenons un exemple très simple. Imagine que tu es en réunion et tu as une idée que tu penses être vraiment bonne. Comment tu la présentes? Est-ce que tu attends que quelqu'un d'autre la propose pour ne pas sembler trop assertive? Est-ce que tu la présentes en t'excusant presque, en disant des choses comme « je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais peut-être qu'on pourrait essayer ». Ou au contraire, est-ce que tu l'imposes avec une telle certitude que tu ne laisses pas vraiment de place aux autres pour donner leur avis? Ces trois façons de communiquer correspondent à trois états intérieurs différents. La première, c'est l'effacement. La deuxième, c'est l'hésitation anxieuse. La troisième, c'est la domination. Aucune des trois n'est vraiment efficace. Aucune des trois ne te permet d'être pleinement toi-même et d'avoir un impact réel. Alors quelle est la quatrième voie? C'est ce qu'on appelle l'assertivité. Et l'assertivité, c'est simplement la capacité à exprimer clairement ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu veux sans agressivité et sans effacement. C'est dire les choses telles qu'elles sont avec respect pour toi-même et pour les autres. Dans notre exemple de réunion, l'assertivité ressemblerait à quelque chose comme « j'ai une idée que j'aimerais partager ». Je pense qu'elle pourrait nous aider à résoudre ce problème. Voilà ce que je propose. Qu'est-ce que vous en pensez? Simple, direct, respectueux, ouvert, pas d'excuses, pas d'imposition. Juste une présence claire et confiante, et voilà quelque chose d'intéressant. Les personnes assertives sont rarement perçues comme dominantes, parce que l'assertivité inclut toujours une ouverture à l'autre. Elle dit « je suis là, j'ai quelque chose à dire et je suis aussi là pour t'écouter ». C'est cette combinaison de présence et d'ouverture qui crée l'influence authentique. Mais l'assertivité ne s'improvise pas. Elle se cultive et pour la cultiver, il faut d'abord travailler sur quelque chose de fondamental, l'estime de soi. Parce que si tu ne te crois pas vraiment légitime à prendre ta place, si tu penses au fond de toi que tes idées ne valent pas grand-chose, ou au contraire si tu as besoin de prouver en permanence que tu vaux quelque chose, tu ne pourras pas être vraiment assertive. Tu oscilles les races entre l'effacement et la domination, comme un pendule qui cherche son équilibre sans jamais le trouver. L'estime de soi, c'est ce sentiment stable, tranquille, de valoir quelque chose. Pas parce que tu es parfaite, pas parce que tu réussis tout, mais simplement parce que tu es toi, parce que tu existes. Parce que tu as une valeur intrinsèque qui ne dépend pas de tes performances, de l'approbation des autres ou de ta capacité à tout contrôler. Et cette estime de soi, elle se construit, elle se nourrit. Elle demande du temps et de l'attention, mais elle est possible pour chacun de nous. Voici quelque chose que j'aime beaucoup dire à mes patients. L'estime de soi n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, c'est un choix qu'on fait chaque jour de se traiter avec respect, de se parler avec bienveillance, de reconnaître ses forces sans nier ses limites. Et chaque fois qu'on fait ce choix, on renforce un peu plus ce sentiment de valeur intérieure qui nous permet d'agir depuis un endroit de force plutôt que de peur. Je veux te parler maintenant d'un autre aspect qui est, je crois, crucial pour comprendre comment prendre le contrôle sans paraître dominante. C'est la question des émotions. Parce que nos émotions jouent un rôle énorme dans la façon dont nous agissons et dont nous sommes perçus. Et souvent, c'est quand nos émotions prennent le dessus que nous basculons dans des comportements que nous regrettons ensuite. Pense à un moment où tu as eu l'impression de perdre le contrôle d'une situation. Peut-être une discussion qui s'est enflammée, peut-être un moment où tu t'es senti ignoré, dépassé ou injustement traité. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe en toi? Est-ce que tu te fermes? Est-ce que tu exploses? Est-ce que tu te retires? Chacune de ces réactions est compréhensible, chacune est humaine, mais aucune ne te donne vraiment le contrôle que tu cherches. Il y a un concept que j'utilise souvent et qui s'appelle la régulation émotionnelle, et ce concept est au cœur de notre capacité à agir avec influence plutôt qu'avec domination. La régulation émotionnelle, ce n'est pas supprimer ses émotions, ce n'est pas faire semblant de ne pas ressentir. C'est la capacité à reconnaître ce qu'on ressent, à lui donner de l'espace et à choisir comment on va répondre à la situation plutôt que de simplement réagir de façon automatique. Voilà une image que j'aime beaucoup pour illustrer ça. Imagine que tes émotions sont des vagues dans l'océan. Tu ne peux pas empêcher les vagues d'arriver. Tu ne peux pas contrôler leur taille, leur force, leur moment. Mais tu peux apprendre à surfer, tu peux apprendre à te tenir sur ta planche, à trouver ton équilibre, à naviguer avec les vagues plutôt que d'être englouti par elles.
Et c'est exactement ce que fait la régulation émotionnelle. Elle ne supprime pas les vagues, elle t'apprend à surfer concrètement. Comment est-ce que ça se traduit dans la vie de tous les jours? Ça commence par quelque chose de très simple mais qui demande de la pratique. Ça commence par la pause quand tu sens qu'une émotion forte monte en toi avant de réagir. Tu t'accordes un moment, une respiration. 3 secondes, 10 secondes si nécessaire. Ce moment n'est pas une hésitation, ce n'est pas une faiblesse. C'est un acte de maîtrise de soi. C'est toi qui décides que tu ne vas pas laisser l'émotion du moment dicter tes actions. Et dans cet espace de pause, tu peux te demander « Qu'est-ce que je ressens vraiment ? Qu'est-ce que je veux vraiment dans cette situation ? Quelle est la réponse la plus alignée avec qui je suis et avec ce que je veux créer ?» Cette pratique, aussi simple qu'elle paraisse, est transformatrice. Parce qu'elle déplace le centre de gravité, elle te ramène à toi-même, elle te rappelle que tu as le choix. Et c'est ça, le vrai contrôle. Pas le contrôle des autres, pas le contrôle des événements. Mais le contrôle de ta propre réponse à ce qui se passe. Si tu trouves de la valeur dans cette réflexion, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Chaque semaine, je partage avec toi des outils et des réflexions pour mieux te comprendre et mieux vivre. Parlons maintenant de quelque chose que je trouve fascinant et qui est souvent au cœur de la question du contrôle. C'est la relation entre le contrôle et la confiance. Parce que je pense que le besoin excessif de contrôle est presque toujours à sa racine un problème de confiance. Une confiance manquante. Soit confiance en soi, soit confiance dans la vie en général. Quand tu fais confiance, vraiment confiance, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu peux déléguer, tu peux laisser les choses se dérouler, tu peux accepter que les autres fassent les choses différemment de toi et que ce soit bien quand même. Tu peux tolérer l'incertitude sans être paralysé. Et cette capacité à faire confiance est libératrice. Elle allège, elle ouvre, elle crée de l'espace pour toi et pour les autres. Mais la confiance, surtout quand elle a été blessée dans le passé, ne se commande pas. Elle ne se décrète pas, elle se reconstruit patiemment, doucement, comme on reconstruit une maison pierre par pierre. Et la première pierre, c'est toujours la confiance en soi-même. Parce que si tu ne fais pas confiance à ton propre jugement, à tes propres capacités, à ta propre valeur, il sera très difficile de faire confiance aux autres ou à la vie. Je pense à une autre personne que j'ai accompagnée, que j'appellerai Sophie. Sophie avait grandi dans une famille où l'imprévisibilité était la norme. Son environnement d'enfance était instable et elle avait très tôt appris que pour se protéger, il fallait tout prévoir, tout anticiper, tout contrôler. Ce mécanisme lui avait rendu de grands services dans son enfance. Il lui avait permis de survivre d'une certaine façon. Mais à l'âge adulte, ce même mécanisme était devenu un fardeau. Il l'empêchait de se détendre, il l'empêchait de faire confiance à ses partenaires amoureux. Il l'empêchait de déléguer au travail et il créait autour d'elle une tension permanente que les autres ressentaient, même si elle essayait de la cacher. Ce que Sophie a découvert au fil de notre travail ensemble, c'est que son besoin de contrôle n'était pas un défaut. C'était une stratégie de survie qui avait fait son temps et qu'elle pouvait progressivement en développer de nouvelles. Des stratégies basées non plus sur la peur, mais sur la confiance, sur la sécurité intérieure qu'elle avait construite en elle-même adulte, libre, capable. Et quand elle a commencé à lâcher un peu les rênes, quelque chose d'inattendu s'est passé. Les gens autour d'elle ont commencé à se rapprocher, ses relations se sont réchauffées. Et paradoxalement, elle a commencé à avoir plus d'influence, pas moins, parce qu'elle n'était plus menaçante, parce qu'elle laissait de l'espace, parce qu'elle faisait confiance. Voilà quelque chose d'important que je veux souligner ici. Prendre le contrôle sans paraître dominante, c'est souvent une question de lâcher prise et je sais que ça peut sembler paradoxal. Comment peut-on prendre le contrôle en lâchant prise? Mais c'est précisément parce que le vrai contrôle n'est pas dans la mainmise sur les autres ou sur les événements. Il est dans ta façon d'être, dans ta présence, dans ta clarté intérieure, et cette présence, cette clarté, elle s'exprime le mieux quand tu n'es pas crispé sur le besoin de tout maîtriser. Pense à un musicien de jazz. Un grand musicien de jazz ne joue pas sa partition en s'accrochant à chaque note prévue. Il écoute, il s'adapte, il improvise, il laisse la musique le surprendre. Et c'est précisément cette liberté, cette fluidité, cette capacité à être pleinement présent dans l'instant qui crée les plus belles performances. Le contrôle qu'il exerce n'est pas rigide, il est vivant, il est souple. Il est en dialogue permanent avec ce qui se passe autour de lui. Et c'est ça que je t'invite à cultiver. Je veux maintenant te parler de quelque chose qui est, je crois, l'un des aspects les plus mal compris de toute cette question, c'est la relation entre les limites et le contrôle. Beaucoup de personnes pensent que poser des limites, c'est une forme de domination, que dire non, c'est s'imposer, que refuser quelque chose, c'est être difficile ou agressif.
Et cette croyance est particulièrement répandue chez les femmes qui ont souvent été éduquées à se rendre disponibles et à s'adapter, à ne pas déranger. Mais voilà la vérité, les limites ne sont pas de la domination. Les limites sont de l'amour, elles sont du respect pour toi-même et du respect pour les autres. Quand tu poses une limite, tu dis quelque chose d'important, tu dis voilà qui je suis. Voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que je peux et ce que je ne peux pas faire. Et cette clarté, loin d'être agressive, est en réalité une forme de générosité, parce qu'elle permet à l'autre de savoir à quoi s'attendre. Elle crée de la sécurité dans la relation, elle évite les malentendus, les ressentiments, les explosions qui arrivent quand on a trop longtemps refoulé ses besoins. La difficulté, bien sûr, c'est d'apprendre à poser des limites de façon saine. Pas avec agressivité, pas avec culpabilité, pas avec des excuses interminables, mais avec calme, avec clarté, avec bienveillance. Et ça demande de la pratique, ça demande d'abord de savoir ce que sont tes limites. Qu'est-ce qui est acceptable pour toi et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui te nourrit et qu'est-ce qui t'épuise? Qu'est-ce qui est en accord avec tes valeurs et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ces questions semblent simples, mais beaucoup de personnes ne se les sont jamais vraiment posées. Elles ont vécu en réaction aux besoins et aux attentes des autres sans jamais vraiment explorer ce qu'elles voulaient, ce dont elles avaient besoin, ce qui leur importait. Et quand on vit comme ça, on finit par se perdre. On finit par ressentir cette frustration sourde, ce sentiment d'être invisible, de ne pas compter, de ne pas avoir sa place. Et c'est souvent à ce moment-là que le besoin de contrôle surgit avec le plus de force, parce qu'on essaie de récupérer quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu, sa propre vie. Si ce contenu résonne avec toi, je t'invite vraiment à laisser un like et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Cette petite geste m'aide énormément à continuer à créer du contenu qui compte. Parlons maintenant de quelque chose de très concret, parlons du langage du corps. Parce que nous communiquons beaucoup plus avec notre corps qu'avec nos mots, et souvent c'est notre langage corporel qui détermine si nous sommes perçus comme dominantes ou comme influentes. Il y a des recherches fascinantes en psychologie sociale sur ce sujet. Et ce qui en ressort, c'est que les personnes perçues comme les plus influentes ne sont pas nécessairement celles qui occupent le plus d'espace physique, qui parlent le plus fort ou qui gesticulent le plus. Ce sont celles qui sont les plus présentes, les plus attentives, les plus ancrées dans leur corps et dans l'instant. Voilà quelques observations concrètes. Les personnes influentes ont tendance à maintenir un contact visuel stable, pas fixe, pas intimidant, mais présent. Elles parlent à un rythme mesuré sans se précipiter, ce qui donne l'impression qu'elles maîtrisent la situation. Elles écoutent vraiment avec leur corps entier, pas seulement avec leurs oreilles. Et elles sont à l'aise avec le silence. Elles ne remplissent pas chaque espace vide avec des mots. Elles laissent les moments de silence exister et ça crée une forme de profondeur, de gravité qui attire le respect. Les personnes qui paraissent dominantes, en revanche, ont souvent tendance à envahir l'espace physique des autres. Elles parlent plus fort que nécessaire. Elles coupent la parole. Elles ont du mal à écouter vraiment parce qu'elles sont trop préoccupées par ce qu'elles vont dire ensuite. Et elles ont souvent peur du silence qu'elles remplissent frénétiquement. La différence entre les deux, encore une fois, c'est une question d'état intérieur. Quand tu es en paix avec toi-même, ton corps le reflète. Quand tu cherches à te prouver quelque chose ou à prouver quelque chose aux autres, ton corps le reflète aussi et les gens le ressentent, même s'ils ne savent pas toujours le nommer. Alors voilà une pratique que je te propose. La prochaine fois que tu entres dans une pièce, dans une réunion, dans une conversation importante, avant de dire quoi que ce soit, prends un moment pour t'ancrer. Sens tes pieds sur le sol, sens le poids de ton corps, prends une respiration lente et décide d'être là pleinement dans cet instant, pas dans la peur de ce qui pourrait arriver, pas dans la préoccupation de ce que les autres vont penser, juste là, présenté, ancré, et tu verras que ça change quelque chose. Pas seulement dans la façon dont tu te sens, mais dans la façon dont les autres te perçoivent. Je veux maintenant aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est directement lié à notre thème. C'est la question de l'authenticité, parce que je crois profondément que la meilleure façon de prendre le contrôle sans paraître dominante, c'est d'être pleinement, courageusement, authentiquement toi-même. Voilà ce que j'entends par authenticité. Ce n'est pas dire tout ce qu'on pense sans filtre, ce n'est pas s'affranchir de toute considération pour les autres. L'authenticité, c'est agir en accord avec ses valeurs profondes. C'est être cohérente entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense et ce qu'on fait. C'est ne pas jouer un rôle, ne pas porter un masque, ne pas se travestir pour plaire ou pour paraître ce qu'on n'est pas. Et voilà quelque chose de remarquable. Les personnes authentiques sont presque toujours perçues comme dignes de confiance, comme solides, comme fiables,
parce qu'on sait qu'avec elle, ce qu'on voit et ce qu'on obtient, il n'y a pas de surprise cachée, pas de manipulation, pas de double fond, et cette fiabilité crée naturellement une forme d'autorité morale, une influence profonde et durable. Mais l'authenticité demande du courage. Elle demande d'accepter qu'on ne plaira pas à tout le monde. Elle demande de renoncer à la validation permanente des autres et pour beaucoup de personnes, c'est un défi immense. Parce que le besoin d'approbation est profondément humain. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin d'être acceptés, aimés, reconnus. Et la peur d'être rejeté, rougé, exclu peut nous pousser à nous conformer, à nous effacer, à perdre de vue qui nous sommes vraiment. Mais voilà le paradoxe. Plus tu cherches l'approbation des autres, moins tu l'obtiens vraiment. Parce que les gens sentent quand quelqu'un n'est pas authentique, ils sentent quand quelqu'un joue un rôle. Et même s'ils accordent leur approbation à ce moment-là, ce n'est pas vraiment toi qu'ils approuvent. C'est le personnage que tu joues. Et ça, au fond, ça ne nourrit pas vraiment. Ça laisse un vide. En revanche, quand tu es vraiment toi-même, quand tu assumes qui tu es avec ses forces et ses limites, avec ses certitudes et ses doutes, tu attires des personnes qui t'apprécient vraiment pour ce que tu es. Et cette reconnaissance-là est d'une toute autre qualité. Elle nourrit, elle solidifie, elle te donne de l'énergie plutôt que de t'en prendre. Je veux te parler maintenant de quelque chose qui me semble être un point de bascule important dans tout ce que nous avons exploré ensemble. C'est la différence entre vouloir avoir du pouvoir sur et vouloir avoir du pouvoir avec. Parce que je crois que c'est là que se joue vraiment la question du contrôle. Vouloir avoir du pouvoir sur les autres, c'est une dynamique de compétition. C'est voir les relations comme un jeu à somme nulle où si l'autre gagne, je perds et vice-versa. C'est chercher à s'imposer, à dominer, à avoir le dernier mot. Et cette dynamique, même quand elle réussit à court terme, finit toujours par créer des relations appauvries, des équipes démotivées, des familles blessées. Vouloir avoir du pouvoir avec les autres, c'est une dynamique de collaboration, c'est voir les relations comme un espace de co-création où tout le monde peut gagner, où la force des uns renforce les autres. C'est chercher à inspirer, à motiver, à créer ensemble quelque chose qui ne serait pas possible seul. Et cette dynamique crée des relations riches, des équipes engagées, des familles soudées. Et voilà ce qui est fascinant. Dans la dynamique du pouvoir avec, tu n'as pas besoin de paraître forte, tu n'as pas besoin de t'imposer, tu n'as pas besoin de contrôler. Parce que ta force vient de ta capacité à créer avec les autres, pas malgré eux. Et cette force est bien plus réelle, bien plus durable, bien plus satisfaisante que n'importe quelle forme de domination. Comment cultiver cette dynamique du pouvoir avec? Ça commence par l'écoute, une écoute vraie, profonde, désintéressée. Pas l'écoute qui attend son tour pour parler. Pas l'écoute qui cherche à trouver les failles dans ce que dit l'autre, mais l'écoute qui essaie vraiment de comprendre, de voir le monde à travers les yeux de l'autre, de sentir ce que l'autre ressent. Cette forme d'écoute est rare, et précisément parce qu'elle est rare, elle est extraordinairement précieuse. Les personnes qui savent vraiment écouter ont une influence immense. Parce qu'elles font sentir à ceux qui leur parlent qu'ils comptent, qu'ils sont vus, qu'ils sont entendus. Et ça crée un lien de confiance qui est la base de toute influence authentique. Ça continue avec la générosité. La générosité de partager ses idées, ses ressources, ses connaissances, sans peur que l'autre devienne trop fort, sans calcul, sans attente de retour immédiat. Cette générosité crée une réciprocité naturelle. Elle crée un environnement où les gens ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, où ils ont envie de te suivre, non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils le choisissent. Et ça se termine avec la reconnaissance, la capacité à voir et à valoriser ce que les autres apportent, à dire merci sincèrement, à reconnaître les contributions, les efforts, les réussites. Cette reconnaissance est un des actes d'influence les plus puissants qui existent, parce qu'elle répond à un besoin humain fondamental, le besoin d'être vu, d'être valorisé, de compter. Si tu m'as accompagné jusqu'ici, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si quelqu'un dans ta vie pourrait bénéficier de ces réflexions, je t'encourage à lui partager cet épisode, ça pourrait faire une vraie différence. Je voudrais maintenant aborder quelque chose qui est peut-être la question la plus profonde de tout ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui. Et cette question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ton rapport au contrôle révèle de toi ? Parce que j'ai dit au début de notre conversation que derrière la question de comment prendre le contrôle sans paraître dominante, il y a une révélation sur qui tu es vraiment, et je voudrais maintenant développer ça. Ton rapport au contrôle est un miroir, il reflète tes peurs les plus profondes, tes croyances les plus ancrées, tes blessures les plus anciennes. Et aussi tes forces les plus réelles, tes valeurs les plus profondes, tes désirs les plus authentiques. Si tu as tendance à vouloir tout contrôler, ça peut révéler une peur de l'abandon,
Une peur de ne pas être à la hauteur, une peur que si tu lâches les rênes, quelque chose de terrible va arriver. Ça peut révéler une blessure de confiance ancienne, une expérience où tu as été déçu, trahi, abandonné et où tu as décidé que la seule façon de te protéger était de tout maîtriser. Si au contraire tu as tendance à t'effacer, à laisser les autres prendre les décisions même quand tu sais ce que tu veux, ça peut révéler une peur du conflit, une peur d'être rejeté si tu t'affirmes une croyance profonde que tes besoins comptent moins que ceux des autres. Ça peut révéler une blessure de valeur, un endroit en toi qui doute encore de sa légitimité à prendre sa place. Et si tu oscilles entre les deux, si parfois tu t'effaces et parfois tu surcontrôles, ça révèle souvent une confusion intérieure, un manque de clarté sur qui tu es et ce que tu veux, une difficulté à trouver cet équilibre stable entre affirmation de soi et ouverture à l'autre. Mais voilà ce que je veux que tu retiennes. Quel que soit ton rapport actuel au contrôle, il n'est pas définitif. Il n'est pas une condamnation, c'est simplement là où tu en es aujourd'hui. Et là où tu en es aujourd'hui est le point de départ d'un voyage vers là où tu veux être. Et ce voyage est possible, je l'ai vu des centaines de fois dans ma pratique clinique. Des personnes qui pensaient que leur façon d'être était gravée dans la pierre et qui ont découvert qu'avec un peu de travail, de courage et de bienveillance envers elles-mêmes, elles pouvaient changer. Pas devenir quelqu'un d'autre, mais devenir plus pleinement elle-même. Je veux te donner quelques outils concrets avant de conclure. Des pratiques simples que tu peux commencer à intégrer dans ta vie dès aujourd'hui. La première, c'est la pratique de la pleine conscience, pas nécessairement dans sa forme formelle avec des séances de méditation longues et structurées, même si ça peut être très utile, mais dans sa forme la plus simple, prendre quelques moments chaque jour pour être pleinement présente à ce que tu vis, observer tes pensées sans t'y identifier, observer tes émotions sans en être esclave. Cette pratique régulière et patiente te donnera progressivement plus de recul sur tes réactions automatiques. Elle te permettra de créer cet espace entre le stimulus et la réponse dont nous avons parlé. Et dans cet espace, tu retrouveras ta liberté. La deuxième pratique, c'est le journal de bord intérieur. Prendre quelques minutes chaque soir pour écrire. Pas nécessairement quelque chose de structuré ou de long. Proust notaire, qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui? Quand est-ce que je me suis senti en accord avec moi-même? Quand est-ce que je me suis senti en décalage? Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie? Qu'est-ce qui m'en a pris? Cette pratique simple crée une connaissance de soi progressive, une carte intérieure qui te permet de mieux comprendre tes patterns, tes déclencheurs, tes besoins. La troisième pratique, c'est ce que j'appelle l'acte de courage quotidien. Chaque jour, faire une petite chose qui te sort de ta zone de confort dans le bon sens du terme, pas une chose terrifiante. Pas un grand saut dans le vide, mais un petit pas. Exprimer une avis que tu aurais normalement gardé pour toi, refuser quelque chose que tu aurais normalement accepté par peur de décevoir. Demander quelque chose que tu aurais normalement renoncé à demander. Ces petits actes de courage quotidien sont comme des muscles. Plus tu les exerces, plus ils se renforcent. Et progressivement, tu découvres que tu es capable de bien plus que tu ne le croyais. La quatrième pratique, c'est la gratitude. Je sais que ça peut sembler simpliste. Mais les recherches en psychologie positive sont unanimes sur ce point. La pratique régulière de la gratitude est l'une des choses les plus efficaces pour améliorer le bien-être, l'estime de soi et la qualité des relations. Prendre quelques instants chaque jour pour reconnaître ce qui va bien, ce qui est beau, ce qui est précieux dans ta vie, ça te sort de la posture défensive du contrôle anxieux et ça te place dans une posture d'abondance, d'ouverture, de confiance. Et depuis cette posture, il est beaucoup plus facile d'agir avec influence plutôt qu'avec domination. Et la cinquième pratique, peut-être la plus importante, c'est la bienveillance envers toi-même. Parce que tout ce que nous avons exploré aujourd'hui demande du temps. Ça demande des essais et des erreurs. Ça demande des moments où tu vas retomber dans tes vieux patterns, où tu vas te sentir frustré de ne pas progresser aussi vite que tu le voudrais. Et dans ces moments-là, la façon dont tu te traites fait toute la différence. Est-ce que tu te rouges sévèrement ? Est-ce que tu te dis que tu es nul, que tu n'y arriveras jamais, que tu es toujours pareil? Ou est-ce que tu te traites avec la même douceur que tu aurais pour une amie chère qui traverse une période difficile? Cette bienveillance envers toi-même n'est pas de la complaisance. Elle n'est pas une excuse pour ne pas faire d'efforts. Au contraire, elle est le terreau dans lequel la croissance devient possible. Parce que quand on se traite avec sévérité, on se ferme, on se contracte. On a peur de faire des erreurs et donc on n'ose plus. Mais quand on se traite avec bienveillance, on s'ouvre, on s'expérimente. On peut échouer sans que ça soit une catastrophe.
Et c'est dans cet espace d'ouverture et de sécurité intérieure que le vrai changement devient possible. Nous approchons de la fin de notre conversation d'aujourd'hui et je voudrais prendre le temps de récapituler ensemble les points les plus importants de ce que nous avons exploré. Parce que je crois que la répétition faite avec conscience aide à intégrer ce qu'on a appris, pas de façon mécanique, mais de façon vivante, incarnée. Nous avons vu que le vrai contrôle n'est pas le contrôle des autres ou des événements, c'est le contrôle de soi-même, la capacité à choisir comment tu réagis à ce qui se passe. Et ce contrôle intérieur est accessible à chacun de nous, indépendamment des circonstances extérieures. Nous avons vu que le besoin excessif de contrôle est presque toujours une réponse à l'anxiété, à l'insécurité, à une peur profonde. Et que pour le transformer, il faut aller chercher à la racine, travailler sur l'estime de soi, sur la confiance, sur la sécurité intérieure. Nous avons exploré la différence entre la domination et l'influence. La domination agit sur les autres, l'influence agit avec les autres. Et l'influence authentique naît d'un endroit de force tranquille, de clarté intérieure, de bienveillance. Nous avons parlé de l'assertivité comme voie médiane entre l'effacement et la domination. La capacité à s'exprimer clairement avec respect pour soi et pour les autres, sans agressivité et sans excuse. Nous avons exploré le rôle des émotions et la régulation émotionnelle. La capacité à reconnaître ce qu'on ressent, à lui donner de l'espace et à choisir sa réponse plutôt que de réagir automatiquement. Nous avons parlé des limites comme acte d'amour et de respect, et de l'importance de savoir ce que sont tes limites, ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas. Nous avons exploré le langage du corps et la façon dont ta présence physique reflète ton état intérieur. Et comment cultiver une présence ancrée, calme, attentive. Nous avons parlé de l'authenticité comme fondement de l'influence durable et du courage qu'il faut pour être vraiment soi-même sans chercher l'approbation constante des autres. Et nous avons exploré la différence entre le pouvoir sur et le pouvoir avec. Et la façon dont l'écoute, la générosité et la reconnaissance créent une dynamique de collaboration qui est bien plus puissante que n'importe quelle forme de domination. Voilà beaucoup de choses. Et je ne m'attends pas à ce que tu intègres tout ça du jour au lendemain. La croissance personnelle n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un voyage qui s'est fait pas à pas, jour après jour, avec ses avancées, ses reculs, ses illuminations et ses doutes. Et c'est précisément la beauté de ce voyage, parce que chaque pas, même le plus petit, compte. Chaque moment où tu choisis de te traiter avec plus de bienveillance, chaque moment où tu oses exprimer ce que tu penses vraiment, chaque moment où tu fais confiance plutôt que de contrôler, chaque moment où tu écoutes. Vraiment plutôt que d'attendre ton tour pour parler, ces moments-là transforment quelque chose en toi et autour de toi. Je voudrais terminer avec quelque chose qui me touche profondément et que j'ai envie de partager avec toi. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et dont je ne me souviens plus exactement de l'auteur, mais dont l'essence est celle-ci. La vraie force n'est pas dans la capacité à dominer, mais dans la capacité à rester soi, même quand tout te pousse à devenir quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est ça, au fond, ce que nous avons exploré aujourd'hui. La vraie force, pas la force qui s'impose, pas la force qui reste debout, la force qui reste douce, la force qui reste ouverte, la force qui reste elle-même. Et cette force-là, je la vois en toi, dans le fait que tu sois là à m'écouter, à chercher à te comprendre mieux, à vouloir grandir. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas ordinaire, c'est un acte de courage et je t'en remercie. Tu mérites d'avoir ta place dans le monde, pas une petite place timide et excusée, ta vraie place, pleine, entière, authentique. Tu mérites d'avoir de l'influence sans avoir à t'imposer. Tu mérites d'être entendu sans avoir à crier. Tu mérites d'être respecté sans avoir à te battre pour ça. Et tout ça est possible, non pas parce que je te le dise, mais parce que tu portes déjà en toi tout ce qu'il faut pour y arriver. Il s'agit simplement de le découvrir, de le cultiver, de lui faire confiance. Alors continue à avancer, continue à te questionner, continue à te traiter avec la bienveillance que tu mérites. Et souviens-toi que chaque jour est une nouvelle occasion de choisir qui tu veux être, pas qui les autres veulent que tu sois, pas qui tu crois que tu devrais être, mais qui tu es vraiment au plus profond de toi-même. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. C'est toujours un honneur et un bonheur de partager ces moments de réflexion avec toi. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose ici a résonné en toi, si tu repars avec une pensée, une image, une idée qui fait son chemin, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Et si quelqu'un dans ta vie pourrait bénéficier de cette réflexion, partage-lui cet épisode. Parfois un mot entendu au bon moment peut changer quelque chose. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi.